Clinton souffrait de problèmes psycho-émotionnels aggravés, notamment des accès incontrôlés de colère, d'agressivité et une gaieté excessive. Clinton s'est vu prescrire une cure quotidienne de tranquillisants puissants. À la fin de cette vidéo, vous entendrez deux personnes indigentes, très intelligentes, des hommes politiques qui font des prédictions sur ce qui peut et ce qui ne peut pas arriver. En conséquence de toute cette avalanche d'informations qui nous parvient de l'administration de Trump. Beaucoup de Tulsi, Hubbard et d'autres, beaucoup d'entre vous écrivent « De toute façon, rien ne leur arrivera, personne ne sera puni, de toute façon, de toute façon. » J'adore vraiment les pessimistes. Ils arrivent à voir dans un verre d'eau seulement qu'il n'est pas rempli à ras-bord. C'est généralement le signe d'une mauvaise digestion ou d'un excès de bile dans l'organisme. Parfois d'ailleurs, si cela s'accompagne de ressentiments injustifiés envers tout le monde, il faut d'urgence demander au médecin à propos du bureau d'état civil. Et pour beaucoup, les deux s'effacent. Et pour vous-même, ainsi que pour les gens qui vous entourent, la vie devient plus facile sur cette terre. Nous voyons cela souvent, Ainsley, nous voyons cela souvent, Ainsley. Nous voyons une histoire, quelqu'un commet un crime et il ne lui arrive rien. Le ministère de la Justice vérifiera la conformité à la norme. Oui, selon elle, elle dispose de nouvelles preuves impliquant Barack Obama, mais ses représentants nient son implication. Andy McCarthy pense qu'il était complice, mais affirme qu'il ne peut pas être poursuivi en justice. Écoutez. Il ne fait aucun doute qu'Obama était jusqu'au cou impliqué comme complice dans ce que je considère comme la manœuvre politique la plus sale de l'histoire de l'Amérique. La question au sens strict est de savoir s'il y a ici un quelconque crime. Le scandale, c'est qu'ils avaient une raison légitime d'enquêter sur l'ingérence de la Russie dans les élections. Mais ils ont utilisé cela comme prétexte pour, en fait, enquêter sur Trump, espionner sa présidence et essayer de le rendre inefficace en tant que président. C'est une manœuvre politique terrible et malhonnête. Brian, la question reste de savoir si cela peut mener à des poursuites pénales. Et je ne vois tout simplement pas cela. Voici l'avis d'un professionnel. Les démocrates ont couvert leur crime ou le crime de Ya avec des feuilles de vigne et formellement, ils ne pourront pas être jugés pour cela. Directeur du renseignement national Clappers, l'assistant du directeur du renseignement national Clapper a envoyé un email à la communauté du renseignement avec pour objet la mission du président concernant l'ingérence de la Russie dans les élections, chargeant les chefs de l'haut directeur du renseignement national de préparer une nouvelle évaluation à la demande du président. Le rapport publié aujourd'hui par la commission du renseignement de la Chambre des représentants révèle, je cite, « Contrairement à une analyse habituelle de la communauté du renseignement, cette évaluation du renseignement était un produit très médiatisé, commandé par le président Obama. » Et bien sûr, la question se pose. Quelqu'un sera-t-il tenu pour responsable? Maintenant, souvenez-vous de la réaction d'Obama hier. Il a rejeté les accusations de trahison de Trump, affirmant que tous, dont Marco Rubio, alors membre du comité sénatorial du renseignement, croyant que la Russie avait essayé d'influencer les élections. La directrice Gabbard a également commenté cela. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande à vous les représentants des médias de faire du journalisme honnête et aux Américains de consulter eux-mêmes les documents que nous avons publiés. Il s'agit maintenant de près de 200 pages contenant de nombreuses références. De nombreux exemples, y compris des commentaires faits par des hauts responsables du renseignement, dont certains travaillent encore dans ces agences et qui confirment les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Le président Obama a chargé la communauté du renseignement de préparer une évaluation afin de promouvoir ce faux récit fabriqué qui a finalement conduit à une tentative de coup d'État de plusieurs années visant à saper la présidence de Donald Trump. L'essentiel, c'est que le crime présumé ici ne résidait pas dans l'affirmation selon laquelle la Russie voulait influencer les élections. Un ordre avait été donné de préparer une nouvelle évaluation du renseignement basée sur un faux dossier pour fragiliser la présidence de Trump dès le premier jour. Cela a duré des années et en conséquence, de nombreux Américains, lors du cycle électoral de 2020, croyaient qu'en réalité, c'est Poutine qui avait amené Trump au pouvoir. Voter pour la réélection de Trump revenait apparemment à voter pour Poutine.
Et Laura Ingraham affirme qu'il y a des raisons de juger, autant que je me souvienne, elle est juriste de formation, que l'affaire a été transmise au parquet pour une bonne raison. Et Obama, bien sûr, contestera tout cela. Il dira qu'il essayait simplement de découvrir la vérité. Et Trump et ses partisans essayent de détourner l'attention d'Epstein avec une nouvelle théorie du complot, ce à quoi la presse contribue déjà, bien sûr. La presse est compromise, donc elle va s'efforcer avec acharnement de prouver que tout ce que dit Tulsi est de la tromperie et des mensonges. La presse a inventé, soutenu, dissimulé, falsifié et continue de faire la même chose en cachant par exemple que Hillary est mentalement malade. Au même moment, dans les documents internes du Parti démocrate piratés par les Russes, un diagnostic très intéressant a été posé. Psychose maniaco-dépressive. Aujourd'hui, oui, nous avons appris que pendant la campagne, la directrice du renseignement national, Gabbard, a affirmé que l'agence de renseignement russe détenait des informations suggérant qu'Hillary souffrait de graves problèmes de santé mentale. Il existait des courriels de haut niveau au sein du Comité national démocrate qui contenaient des preuves des problèmes psycho-émotionnels d'Hillary, de ses accès de colère incontrôlables, de son agressivité et de son euphorie excessive. Il était également affirmé que la secrétaire d'État Clinton prenait quotidiennement de puissants tranquillisants. Nous nous sommes directement adressés au bureau officiel d'Hillary Clinton pour obtenir des informations. Nous pensions tous que son problème était l'alcoolisme, mais il s'avère qu'elle souffre de troubles mentaux. Hillary devait devenir présidente des États-Unis selon la volonté du Parti démocrate et des mondialistes. Avec le bouton nucléaire sous l'oreiller, pas le bouton de redémarrage avec Lavrov, mais le bouton nucléaire. Hillary Biden. De bons garants stables du danger pour le pays et le monde. Oui, je ne me suis pas trompé, garant du danger. Ce que j'ai dit inlassablement, sans relâche. Pour être démocrate aujourd'hui, il faut être soit un idiot, soit un salaud. Il s'est avéré que ce n'était pas correct, ou plutôt pas exact, pas complet, plutôt. On peut aussi être malade mentalement. Donc maintenant je vais affirmer que ceux qui croient au Parti démocrate, et qui répétant ce qu'ils disent, ainsi que la presse qui l'ont acheté, bien sûr, disent « ce sont soit A, des salauds, B, des idiots ou des malades mentaux ». Et comme au moins un tiers de la population des États-Unis entre facilement dans ces trois catégories, voilà donc la base du Parti démocrate. D'ailleurs, je suis encore surpris qu'ils soient si peu nombreux. Le sénateur Ted Cruz de l'État du Texas se joint à nous pour discuter de tout cela. Sénateur, quelqu'un sera-t-il réellement tenu responsable dans cette affaire? Cruz est un brillant juriste, un brillant orateur, un brillant sénateur, un expert en droit, et son avis mérite toujours d'être écouté. Écoutez, j'espère et je prie que ce soit le cas. Et j'espère que le ministère de la Justice mènera une enquête complète sur cette affaire. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que Tulsi Gabbard a révélé? Ce n'est pas que quelqu'un accusait que Poutine voulait la victoire de Trump, mais qu'il mentait et savait qu'il mentait. C'est ça qui est explosif ici. Leur témoignage répété devant le Congrès était faux, si vous regardez les faits que Tulsi a présentés. Le 31 août 2016. Un employé du ministère de la Sécurité intérieure informe l'ancien directeur du renseignement national, James Clapper, qu'il n'y a aucun signe de menace russe visant à interférer directement dans le dépouillement des votes. Voilà ce qu'il disait en août 2016, le 2 septembre 2016. Le FBI a déclaré qu'il n'était pas à l'aise de laisser entendre qu'il avait des preuves claires que la Russie comptait vraiment perturber nos élections. Le 9 septembre, la communauté du renseignement a conclu que la Russie n'avait probablement pas tenté d'influencer les élections par des moyens cybernétiques. Le même scénario s'est répété le 12 septembre et le 7 décembre après les élections. Voici les points principaux rédigés par Clapper. Les adversaires étrangers n'ont pas utilisé de cyberattaque contre l'infrastructure électorale pour modifier le résultat de l'élection présidentielle américaine. Le 8 décembre, le rapport quotidien du président Obama disait ceci. Nous estimons que les acteurs russes et criminels n'ont pas influencé les résultats des récentes élections aux États-Unis par des actions cybernétiques malveillantes contre l'infrastructure électorale. Jusqu'au 8 décembre, il répète sans cesse
pas de Russie. Puis arrive le 9 décembre. Clarifions les choses. Un mois après la victoire de Trump, Obama étant encore en fonction. Naturellement, tous les 17 ou 18 peut-être, services communs de renseignement américains font rapport au président. Dans le rapport général de Claber, il est dit que ni la Russie, ni personne d'autre n'a influencé les élections qui ont eu lieu il y a un mois. Personne, aucun. Le 9 décembre, il y a une réunion avec le directeur du renseignement national Claber. Le 9 décembre, il y a une réunion avec le directeur du renseignement national Claber, la conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice, le secrétaire d'État, John Kerry et le directeur adjoint du FBI, McCabe Cabe. Pendant la réunion, ils changent radicalement de position et tous s'exclament « Russie, Russie, Russie ». C'est pour cela que Trump a été élu. Et je vais vous dire, cette réunion du 9 décembre, Franklin Roosevelt a un jour dit que le 7 décembre est une date qui restera à jamais dans la honte. Eh bien, le 9 décembre devrait aussi devenir une date qui restera à jamais dans la honte. Parce que c'est précisément à ce moment-là que des membres haut placés du gouvernement ont décidé de mentir au peuple américain et de saboter le président Donald. Ce n'est pas le fait que les responsables du renseignement aient décidé de vérifier. C'est leur devoir, c'est leur travail. Mais le problème, c'est qu'ils ont menti au Congrès, ils ont menti sous serment, ils ont menti au public, et c'est à cause de cela que tout ce qui s'est passé est arrivé. Et c'est tout, apparemment. Pour cela, apparemment, certains d'entre eux pourront être poursuivis en justice. Est-ce qu'on pourra mettre Obama en prison ? Je ne sais pas. Je pense que non, mais on va secouer leur partie de menteurs. Nous allons les exposer à un point tel qu'ils vont soit se diviser, soit perdre de l'influence et, très probablement, bientôt céder la place à un autre parti pro-capitaliste. En 2018, l'Association nationale des cadres directeurs diplôme universitaire en SEIGNEM national. Déjà en 2018, l'ancien directeur du renseignement national Clapper a reconnu quelque chose à propos d'Obama. Regardez. S'il n'y avait pas eu le président Obama, nous n'aurions peut-être pas mené cette évaluation de la communauté du renseignement que nous avons faite et qui a déclenché toute une chaîne d'événements qui se déroulent encore aujourd'hui, notamment l'enquête du procureur spécial Mueller. Le président Obama en est responsable et c'est lui qui nous a chargés de réaliser cette évaluation de la communauté du renseignement. Depuis le tout début, il n'a pas reconnu que tout cela était un mensonge, mais il a dit que c'était Obama. C'était après que toute la communauté du renseignement, comme vous l'avez lu, ait fait ses évaluations, qui changent constamment. Vous savez, ce sont toujours des évaluations. Cela ne peut jamais être des conclusions définitives. Malgré une indication contraire, la Russie semble continuer à mentir, même après les propos d'Obama hier. Ils ont soudainement effacé tout ce qu'ils disaient depuis des mois et ont fait un virage à 180 degrés. N'était-ce pas un mensonge, la déclaration d'Obama hier, quand il a dit que la Russie avait essayé? Selon vous, les évaluations du renseignement n'évoquèrent-elles pas cela? Non, cela n'était pas indiqué. Mais écoutez, Barack Obama est extrêmement partial. Les gens autour de lui, ce sont de vrais radicaux. John Brennan, qui dirigeait la CIA, vous savez pour qui il a voté? En 1976, il a voté pour Gaz Hall, qui était candidat à la présidence du Parti communiste. Parce que John Brennan a dit que Jimmy Carter, qui se présentait en 1976, n'était pas assez libéral pour lui. Il voulait un communiste. Et d'ailleurs, il l'a lui-même reconnu. Il a voté pour un communiste. Il voulait qu'un communiste soit président des États-Unis. Eh bien, si on avance jusqu'à Barack Obama, son souhait s'est réalisé. Et comprenez bien, ces responsables du parti méprisent tellement le peuple américain. En quoi consistait la mystification russe? Cela visait à saper la démocratie. Ils étaient en colère contre les électeurs pour avoir choisi Trump. Ils veulent le punir. C'est exactement le même sentiment qui a conduit l'année dernière à la campagne judiciaire visant à porter 4 chefs d'accusation contre Donald Trump. Au final, il ne s'agissait pas de leur haine envers Trump. C'était un mépris envers les électeurs. Ils voulaient empêcher le peuple américain de réélire le président Trump. Et ce mépris envers les électeurs se manifeste clairement dans leur volonté de mentir au Congrès et au peuple américain. C'est tout à fait exact, en plein dans le mille. Comme l'a dit Trump, à travers moi, ils se battent contre vous, à travers moi, ils se battent contre vous. Écoutons maintenant l'avocat. Qu'est-ce qui a déjà commencé à se produire ? Ceci est une déclaration de l'ancien président Barack Obama, publiée par le bureau de l'ancien président Obama. Donc, il garde même une certaine distance.
Par respect pour l'institution de la présidence, notre bureau ne répond généralement pas. En réponse, il y a un flux constant de bêtises et de désinformations provenant de cette Maison-Blanche. Mais ces affirmations sont tellement scandaleuses qu'elles méritent une réponse. Ces accusations étranges sont absurdes et tentent maladroitement de détourner l'attention. Rien dans le document publié la semaine dernière ne contredit la conclusion largement reconnue. Ça commence. Écoutez attentivement cette partie. C'est là que débutent les jeux de mots. La conclusion largement reconnue est que la Russie a tenté d'influencer l'élection présidentielle de 2016, mais n'a pas réussi à manipuler les votes avec succès. Ces conclusions ont été confirmées dans le rapport du comité sénatorial bipartite sur le renseignement en 2020, sous la direction du président de l'époque, Marc Rubio. C'est-à-dire, eh bien, le soleil se couche à l'ouest, donc les balances au marché sont faussées. Ou, par exemple, si 2 plus 5 égale 7, alors il est logique que l'homme descende du singe. Eh bien, à peu près la logique qu'ils y mettent, elle est de ce niveau-là. Le président Obama aurait été dans une meilleure position s'il n'avait pas du tout fait cette déclaration. Parce qu'il est évident qu'il essaie de se couvrir et de dire qu'il n'y a rien de nouveau ici, rien à voir. Et toutes ces personnes lui ont demandé de faire une déclaration. C'est vrai. Mais il dit qu'il n'y a rien dans le document publié la semaine dernière qui contredise la conclusion largement reconnue selon laquelle la Russie a tenté d'influencer l'élection présidentielle de l'année 2016. Mais Tulsi n'affirme pas cela. Tulsi se réfère à ces documents pour montrer que c'était bien l'évaluation de la communauté du renseignement. Et que jusqu'aux élections elles-mêmes, on pensait que la Russie essayait de les influencer à l'aide de ses armées de bots. Cependant, elle ne pouvait pas manipuler les votes. C'était l'évaluation de la communauté du renseignement pendant tout ce temps. Et puis, après l'élection du président Trump, le président Obama convoque une réunion à la Maison-Blanche et il change la version des événements. Tout à coup, il ne s'agissait plus du fait que la Russie essayait de semer la discorde en Amérique et d'affaiblir les États-Unis, mais qu'ils essayaient d'assurer l'élection du président Trump. C'est exact. Et je pense que tous les avocats du Parti démocrate sont en train de s'agiter, en train d'inventer des excuses. Oh, une bonne période commence pour les avocats du Parti démocrate. Combien d'argent vont-ils gagner? En effet, le Parti démocrate nous a dérobé de nombreuses choses. En plus, le chantage va commencer, le chantage contre tous ceux sur qui ils ont de quoi faire pression des deux partis parce qu'ils doivent, de toute urgence, faire pression sur tout le monde. Et comment les États-Unis, sous la direction des démocrates, interviennent-ils eux-mêmes dans les élections d'autres pays, y compris ceux de leurs alliés? Les États-Unis financent des organisations non gouvernementales sous l'administration de Biden en essayant d'influencer les élections en Israël. D'ailleurs, quand les États-Unis ont dépensé $1 milliard pour renverser Matanière, mais cela n'a pas marché. Même là, ils se sont révélés impuissants. Et voici ce qui a été publié aujourd'hui. Tulsi Gabbard a-t-elle déclassifié ou le président Trump avait-il le pouvoir de déclassifier? Mais ce rapport déclassifié du comité permanent du renseignement de la Chambre des représentants a été publié. Le comité du renseignement de la Chambre des représentants a préparé un rapport sur les élections de 2016 et les informations de renseignement qui en sont à la base. Ce comité peut accéder à la Sensitive Compartmented Information Facility. Ils peuvent tout consulter lorsqu'ils préparent leur rapport dans le cadre de leur fonction de surveillance de l'exécutif. C'est une partie de la Constitution, c'est leur rôle. Ils l'ont fait, mais c'était un rapport classifié parce qu'il concernait des informations de renseignement secrètes, des systèmes et des méthodes, toutes les sources et méthodes, tout ce que nous ne voyons généralement pas. Maintenant, ils l'ont déclassifié. Et c'est vraiment intéressant. C'est juste au début de ce rapport selon l'évaluation de la communauté du renseignement et ce qu'ils observent. Ils soulignent certains éléments qui figuraient dans le rapport et qui correspondraient à une approche analytique correcte et qui seraient cohérents avec ce que le renseignement leur avait dit. Voici 3 éléments concordants avec les renseignements. Mais qu'est-ce qui a changé? Le premier, le président Poutine a ordonné de mener des opérations d'influence classiques et cybernétiques, notamment en divulguant des courriels politiquement sensibles obtenus à la suite du piratage d'ordinateurs. Logan, c'est le point principal.
Nous savons qu'il y avait réellement des armées de bots et une campagne d'influence cybernétique, comme tu l'as mentionné. Cela ne changeait pas les votes, mais visait à semer la discorde. Deuxièmement, les principaux motifs de Poutine dans ces opérations étaient de saper la confiance dans le processus démocratique aux États-Unis et d'affaiblir, selon les Russes, la présidence inévitable de Clinton. Voilà ce que la communauté du renseignement rassemblait. Cela signifie qu'ils pensaient que Clinton allait gagner. Ils voulaient que la Russie soit plus forte que l'Amérique, alors ils essayaient déjà d'affaiblir l'Amérique pendant le processus électoral. Et troisièmement, voilà l'essentiel. C'est précisément pour cela que le président Chuck Grassley de l'Iowa, le sénateur, a publié un rapport entièrement déclassifié de Horowitz en annexe à son rapport sur l'enquête concernant les courriels, dans lequel, en substance, il était dit que le FBI n'avait rien fait. Ils n'ont pas agi. Malgré les clés USB en leur possession, ils n'ont pas vérifié leur contenu. Troisièmement, Poutine s'est abstenu de divulguer certains matériaux compromettants qui auraient pu être utilisés contre l'administration après les élections. Clinton, oui. Alors, réfléchissez-y. D'accord, arrêtons-nous sur ce sujet et sur cet épisode. Donc, vous dites qu'il pouvait avoir des informations potentiellement compromettantes, c'est bien ça? Oui, pour la campagne électorale d'Hillary Clinton. Et ils ont décidé de ne pas divulguer cette information en supposant qu'elle gagnerait et qu'ils auraient besoin de quelques arguments théoriques et d'un peu de chantage. Encore une fois, s'ils cherchaient vraiment, allons-y. À approfondir. Le service fédéral de sécurité avait des informations selon lesquelles Hillary était mentalement malade et qu'elle prenait des drogues dures. Si Poutine avait voulu Trump, il aurait rendu cela public, il l'aurait divulgué. Oui, il y a beaucoup de façons de le faire. Mais Poutine était sûr que, comme tout le monde ici en Amérique, Hillary allait y gagner et il ne pensait même pas à Trump. Il attendait les élections pour avoir du matériel de chantage contre Hillary ou bien pour déstabiliser les États-Unis, dont le président souffre de graves troubles mentaux et est sous l'emprise de drogue. Président Trump, pour gagner, il faudrait que vous... Pour gagner les élections présidentielles contre Trump, vous auriez tout misé là-dessus. C'est exact. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Cela signifie que Poutine pensait que j'avais de l'influence sur le président des États-Unis. Si elle gagne, cela aura un impact significatif lors des négociations sur les sanctions. À tout moment, nous pouvons dire « Hey, vous ne voulez pas que nous rendions cela public ?» Et s'ils le font quand même, alors l'Amérique sera paralysée parce qu'une procédure de destitution commencera et tout ce genre de choses. L'objectif de la Russie était d'affaiblir les États-Unis et de renforcer sa propre position. Ce qui confirme encore une fois que ce n'était pas Donald Trump que le Kremlin voulait. Et le champagne, me demanderez-vous, qu'ils sont allés boire pour fêter Donald Trump. C'est une manœuvre classique de propagande et d'espionnage, salir l'adversaire en faisant croire qu'on souhaite son élection. Donc, le dossier Steele était un travail commandé. Ainsi, le dossier Steele était un produit de travail pour lequel la société de Hillary Clinton a payé. Vous payez pour obtenir des informations compromettantes sur vos adversaires, vous engagez des gens pour qu'ils trouvent des dossiers compromettants sur votre adversaire politique que vous pourrez utiliser. C'est comme ça que fonctionne ce monde. Ils ont payé l'ancien espion britannique Christopher Steele pour créer ce dossier. Ils ont obtenu le dossier. Et d'ailleurs, la société Clinton ne l'a jamais vraiment utilisé parce qu'il était trop invraisemblable. Et puis, quand ils ont commencé à remarquer l'incroyable, c'est-à-dire ce qui n'était pas digne de confiance, voilà le sens d'incroyable. Quand tu dis « c'est incroyable », tu vois, on n'utilise pas le mot correctement. Ce n'était pas digne de confiance, mais ils ont quand même payé ce type pour ça. Et puis, soudain, ça arrive dans la communauté du renseignement, où tout le monde à la CIA, tous les analystes disaient « ce n'est pas digne de confiance, on ne devrait pas l'utiliser ». Ils ont commencé à l'utiliser uniquement pour essayer de salir Trump après sa victoire. Et d'ailleurs, la CIA disait à Brennan « n'utilise pas ce document de travail ». Et c'est une citation que Tulsi a publiée. Il a dit qu'il était d'accord que cela ne correspondait pas aux normes du renseignement. Oui, il l'a dit, mais est-ce que ce n'est pas vrai? Ça semble juste. Il dégage simplement de l'énergie. Ouais, je travaille juste sur le dossier Steele. C'est vrai, mec? Je sens que tout est correct. Quand tu lis, tu te dis « oui, J'écris. Il a semblé à Brenner, il a ressenti comme une vérité que Trump était venu à Moscou, avait trouvé dans un hôtel ou peut-être au Kremlin un groupe de prostituées.
D'ailleurs, elle les traîne partout, là-bas, là-bas et là-bas. Il les a amenés dans sa chambre et a demandé, en montant sur le lit où il devait dormir, et où auparavant avaient endormi Barack et Michelle, d'écrire dedans. Et que de filles, je crois, 2. Et elles l'ont fait avec plaisir. C'est ce que Brad Rehabami a trouvé, il a ressenti que c'était vrai. En général, notre système de gestion est étrange, et notre justice aussi est étrange. Troubler l'eau est généralement la tâche de ceux qui comptent tricher, comme par exemple l'interdiction de demander des papiers à ceux qui viennent te voter, qui est généralement soutenue par ceux qui comptent tricher lors du vote. D'accord. En allant vers la conclusion, écoutons Bill Uraldi. C'est un analyste sérieux et un journaliste réfléchi. Il est du camp conservateur, il a des relations personnelles avec Trump, avec la moitié du Sénat, mais cela n'influence pas ses reportages. Il est assez précis dans ses évaluations et ses prédictions. Les accusations portées contre John Brennan, ancien directeur de la CIA sous l'administration de Barack Obama, sont très graves. Je pense que M. Brennan sera inculpé par le gouvernement fédéral. Je comprends. Voici ce qui est dit à propos de Brennan dans ce rapport. Citation. Le directeur de la CIA a ordonné, après les élections, de publier 15 rapports contenant des renseignements précédemment collectés, mais non publiés. 3 d'entre eux étaient de faible qualité. Ils contenaient des informations floues d'origine douteuse, potentiellement biaisées ou invraisemblables. Et ce sont précisément ces sources qui sont devenues les principales références pour l'évaluation de la communauté du renseignement, selon laquelle Poutine aurait préféré Trump. L'évaluation du renseignement de Clinton a présenté ces rapports comme fiables, sans mentionner leurs graves défauts internes. Cela s'est produit sous la direction de John Brennan. Ceci constitue une falsification des élections. Ural, je pense que Bradnan a quelque chose de sérieux. Bradnan a quelque chose de sérieux. James Comey était le chef du FBI. C'est clair. Il a commencé en 2013 sous Obama. Il a convaincu Trump de le garder à son poste. C'était de la folie, mais Trump l'a quand même fait, puis il l'a renvoyé en 2017, donc Comey est resté là pendant 4 ans. Maintenant, la CIA et le FBI ne coopèrent plus. Donc, je ne blâme pas Comey de savoir ce que faisait Brennan, mais Comey lui-même avait des informations qui réfutaient beaucoup de ces accusations. Que Poutine s'est ingéré dans les élections. Le FBI ne l'a jamais rendu public, il n'a rien fait à ce sujet. Le rapport ne mentionne pas explicitement Comey. Donc, je ne pense pas que le gouvernement fédéral va porter des accusations contre lui, mais voici ce que son adjoint, Andrew McCabe, a dit lors de, je suppose, c'était sur... Non, c'est une citation en plein écran. Voici ce qu'il a dit, le directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, au comité d'enquête. D'accord. Le membre du Congrès, Chris Stewart de l'Utah, lui a demandé « Nommez-moi la chose la plus compromettante du dossier que vous avez pu confirmer comme étant vraie, la preuve la plus solide. » Monsieur McCabe, « Monsieur, je ne peux pas répondre à cette question immédiatement. » Fin de citation. McCabe dit que le FBI n'avait absolument aucune information, aucune. Donc, si c'est vrai et que Brennan diffusait ce faux scénario, le FBI avait le devoir de démentir. Je ne sais pas si cela suffit pour porter des accusations. Comey. Comey, du point de vue de Bill, peut rester à l'écart tant qu'aucune nouvelle preuve, document ou témoignage n'apparaît. Le président du comité qui a mené l'enquête du comité du renseignement, à l'époque, c'était le député Adam Schiff de Californie. Maintenant, il est le sénateur Schiff. Il a menti à ce sujet, d'après mes calculs, environ 50 fois 50. Voici ce qu'il a dit dans l'émission de Margaret Brennan le 5 avril 2018. Allons-y. Pouvez-vous admettre qu'aucune preuve de collusion, de coordination ou de complot entre l'équipe de Trump et la Russie n'a été présentée jusqu'à présent? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il existe de nombreuses preuves évidentes de collusion ou de complot.
C'était faux et son propre rapport l'a confirmé. Je comprends. Son propre rapport a confirmé que ce n'était pas vrai. Chief a menti. Que doit-il se passer? Maintenant, le FBI doit interroger à nouveau Adam Schiff dans son bureau au Sénat. Maintenant, il a été gracié par le président Biden. Je ne suis même pas sûr que Biden sache qu'il l'a gracié, mais il l'a été. Mais cela ne s'applique pas aux crimes commis après la grâce. Si Schiff ment maintenant au FBI et c'est un menteur, j'enverrai déjà des agents là-bas demain. Et j'ai demandé, pourquoi avez-vous dit cela en sachant que c'est faux? Où sont vos preuves? Schiff aurait dû expliquer pourquoi il a menti autant de fois. Vous prenez simplement chacun de ces mensonges, et moi, je peux vous en donner 50 exemples comme ça. S'il ment aux agents du FBI, alors il sera accusé d'avoir commis un crime. S'il est honnête, d'autres seront aussi impliqués. Schiffou devra dire, eh bien, un tel m'a dit cela, vous savez, cette personne m'a donné ceci. Voilà l'essentiel, la clé de cette histoire, Schiffou. Honnêtement, je mettrai autant de pression sur lui que possible, parce que on ne peut pas permettre de saper les élections présidentielles. C'est inacceptable. Et, à mon avis, le directeur de la CIA a essayé de le faire et il sera tenu pour responsable. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bill. Pour une raison quelconque, il pense qu'on peut faire pression sur Schiff et qu'il va craquer, chanter comme on le souhaite. Mais je ne comprends pas. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Pourquoi Schiff aurait-il peur d'un interrogatoire du FBI ou de ses conséquences? Il peut répondre « Je ne me souviens pas, je ne sais pas, oh j'ai oublié, etc. » Donc, il y a un conseiller anonyme de Vladimir Poutine auquel le comité avait accès. Son nom a été supprimé lors de la déclassification de Tulsi Gabbard parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit tué. Poutine saura de qui il s'agit. Voici une citation du rapport. L'hypocrisie de Poutine envers les deux candidats est en outre confirmée. Le nom est caché et omis dans l'évaluation de la communauté du renseignement. C'est-à-dire que Brennan n'a pas inclus le témoignage de cette personne dans le rapport. Il ne s'est pas exprimé positivement sur Trump. Il s'est montré pessimiste sur la capacité de Trump ou Clinton à améliorer les relations tendues avec la Russie. Donc Vladimir Poutine n'a pas dit « je veux que Trump soit élu », il s'en fichait. Je pense que c'est vrai. Il savait que pour lui, cela n'avait pas d'importance que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump. Mais avec Trump et Biden, là, ça avait de l'importance. Il voulait que Biden gagne, parce qu'alors, il pourrait envahir l'Ukraine. Poutine et Biden a gagné en 2020. D'accord. Et enfin, les cercles d'extrême droite crient au sujet de Barack Obama. Et il semble que le président Trump ait aussi mentionné qu'il allait être arrêté ou accusé ou quelque chose comme ça. Cela n'arrivera pas. Désolé, mais je dois vous dire la vérité. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas le président Obama et vous pensez qu'il est profondément impliqué dans toute cette conspiration de fraude électorale. Je comprends cela. Ce rapport, il n'est rien dit à propos d'Obama. Bien sûr, il est difficile de croire qu'Obama ne savait pas ce que faisait son directeur de la CIA, Brennan, et ce que faisait Comey. Il devait le savoir, mais savait-il qu'il falsifiait des données? C'est difficile à prouver. De plus, comme Trump, il bénéficie du privilège exécutif. Donc il peut dire, écoutez, je ne vous dirai rien. Et selon notre Constitution, il n'est pas obligé de le faire. Donc n'attendez pas cela. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas croire qu'Obama ira en prison. Seulement si ses complices comme Sokonchis commencent à le dénoncer. Et même là, c'est douteux. Mais l'affaire de la falsification des procédures d'impeachment, de l'aggravation des relations avec la Russie et d'avoir mené l'Amérique presque à la guerre civile ne restera pas impunie pour le Parti démocrate. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, voici la cerise sur le gâteau.
entre Mamdani, le nouveau candidat musulman radical au poste de maire de Minneapolis, et Hunter, eh bien, honnêtement, pour les républicains, chaque jour, c'est comme Noël. Je veux dire qu'il y a de nouveaux cadeaux qui apparaissent auxquels on n'aurait même pas pu penser. Pour moi, après tant d'années dans ce domaine, c'est l'effondrement le plus frappant d'un parti que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ces gens oscillent entre ceux qui se cachent timidement, c'est l'aile de Schumer, et les fous. Et en ce moment, le parti a précisément ces deux ailes. Et ceux qui se cachent timidement ont peur des fous. Il ne faut jamais avoir peur de la folie. Il faut simplement y mettre fin immédiatement. L'histoire montre que c'est exactement ainsi qu'il faut traiter la folie. Je le sais d'expérience. Écoute, toi, peut-être que tu auras le courage de t'opposer à l'union d'Alexandria Ocasio-Cortez et Mamdani et à 700 autres véritables gauchistes irrationnels. Mais je te garantis que Chuck Schumer n'en a pas. En fait, je pense que Schumer ne se présentera probablement même pas l'année prochaine parce qu'il a tellement peur que Alexandria Ocasio-Cortez le batte aux primaires. Je veux dire, on voit maintenant un parti démocrate complètement différent, qui ne ressemble à aucun de ceux d'avant. Et d'après les sondages que nous menons dans le cadre du projet Nouvelle Majorité de l'Amérique, ils foncent tout droit vers le précipice. Donnez-leur une question soutenue par 15% de la population, ils se rassemblent, se réjouissent, soutiennent et ne comprennent absolument pas que les 85% restants du pays les considèrent comme fous. Et cela, c'est sans compter tous les nouveaux documents sensationnels et révélations. Parce que ceux que les démocrates mettent au pouvoir aujourd'hui, ceux qu'ils veulent suivre, ce sont des antisémites, des anti-américains, je ne sais pas comment le dire. C'est clairement contre le libre marché, contre la liberté en général. Mais qu'est-ce qu'ils soutiennent alors ? Pour prendre et redistribuer, puis resserrer les vis et devenir le Cambodge ou le Venezuela, et vivre heureux derrière de hauts murs sous la protection, bien sûr, de la garde nationale. Et la jeunesse démocratique, peut-être qu'elle verra les choses différemment, mais en réalité, elle ne voit rien du tout. Les étudiants, les jeunes spécialistes, les humanitaires, les diplômés de toutes sortes de professions, comme la lutte des femmes africaines du XIe siècle pour l'égalité sexuelle ou quelque chose dans ce genre. Ils voient le sénile Bayton, ils voient Hillary, malade de psychose. Eh bien, du moins jusqu'à aujourd'hui. Ils savaient qu'elle était alcoolique, quelque chose comme une sumérienne brûlante, desséchée par la haine et la colère, Nancy Pelosi. Ils veulent naturellement ouvrir la fenêtre à cause de l'odeur étouffante de la décomposition. Et d'un autre côté, de jeunes et fougueux comme Somol crient joyeusement « Les riches ont beaucoup d'argent, nous allons le prendre et tout ira très 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 bien pour nous. » Ils sont jeunes, pas très expérimentés, je ne dirais même pas très intelligents, c'est juste qu'on leur a désappris à penser de façon critique, on leur a désappris à poser la question. Et après ? C'est pour ça qu'ils ne demandent pas « et après ?» Parce que si jamais ils se posent cette question un jour, ils découvriront soudainement ce qui va se passer ensuite. Soupe au chat. Rien d'autre ? Soupe au chat. Au revoir.